Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est devenu officiel, le militaire et le policier ont vu leur salaire être doublé ce vendredi 28 mars 2025, comme avait annoncé le gouvernement via le ministère des Finances. Puis les concerts Solidarité Congo prévus le 7 avril à Paris en soutien aux enfants victimes du conflit armé en RDC a été finalement reporté étant donné que ce jour est prévu la commémoration de victimes du génocide rwandaise. Et puis en international, la Banque ouest-africaine de développement a validé un financement de 30 milliards de francs CFA en faveur d'Air Côte d'Ivoire pour l'acquisition de 2 Airbus. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. D'abord, cette information. En bref, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, préside ce vendredi 28 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine la 37e réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement souminois. Au cours de cette réunion ordinaire, les membres du gouvernement vont notamment plancher sur l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays, les contrôles et les recensements biométriques des agents de services aménagés au budget annexe, la présentation de la note d'information relative à la campagne à moins de 3 mois d'élection de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis la délégation du Sénat de la République démocratique du Congo, conduite par son président Jean-Michel Sama-Lukonde, a bouclé avec succès sa mission de suivi de la matérialisation des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 en Europe. Un périple inscrit dans le cadre de la diplomatique parlementaire qui a conduit le sénateur congolais tour à tour à Paris, en France et à Bruxelles, où de rencontres de haut niveau ont eu lieu sous l'angle du lobbying et de la sensibilisation pour la concrétisation de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, comme l'avait annoncé Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, c'est devenu officiel. Le gouvernement de la RDC, via son ministre de Finances, Doudou Fwamba Lukende, la rémunération de militaires et policiers passe désormais au double de ce qu'ils recevaient. Blaise Kuzola pour le commentaire. La volonté était présente, mais il a fallu l'agression rwandaise pour que cela se concrétise enfin. La République démocratique du Congo a franchi une étape majeure dans la revalorisation des conditions de vie de ses forces de sécurité. À partir du 28 mars 2025, le militaire des FARDC et les policiers de la PNC verront leur salaire doublé. Cette mesure vise à renforcer leur morale et à reconnaître leur sacrifice dans la lutte contre l'agression étrangère ainsi que dans la stabilisation de l'Est du pays. Cette décision, saluée par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai, s'inscrit dans une série d'initiatives visant à améliorer les conditions de vie des forces armées et de sécurité. Les paiements du mois de mars incluront cette augmentation permettant ainsi une revalorisation immédiate des rémunérations. Le gouvernement a également mis en place des contrôles pour garantir une gestion transparente des ressources affectées à ces augmentations. Cette mesure historique démontre la volonté du gouvernement de soutenir ses forces de défense tout en consolidant la stabilité nationale. Son numéro.
Autre chose, la diplomatie congolaise mène actuellement une offensive vers l'Afrique australe. En 3 jours, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a rencontré des hauts responsables du Burundi, de la Tanzanie, de l'Afrique et de l'Afrique du Sud. Un choix stratégique pour le Congo qui veut consolider des liens politiques sur fond du conflit congolais qui agite et impacte toute la région. Suivez. C'est une offensive tous azimuts vers la région australe. La RDC ne lésine pas sur ses efforts pour consolider les liens diplomatiques en Afrique australe. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre aux Affaires étrangères, est en première ligne dans ce qui ressemble à une réorientation de la politique étrangère de la RDC. Car auparavant, le Congo avait mis une forte énergie apaisée au niveau des instances internationales. Ces efforts sont actuellement couronnés d'un relatif succès, d'autant plus que la voix de la RDC est audible aussi bien à l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité et à l'Union européenne. Cette semaine, la ministre des Affaires étrangères a été au Burundi, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Un choix judiciaire, d'autant plus que le Burundi, comme allié de la RDC, fait l'objet d'une séduction permanente du Rwanda qui veut approcher Bujumbura afin de mieux isoler Kinshasa. Pour la Tanzanie, il s'agit de renforcer un partenariat stratégique pour un État stratégique à la fois membre de la SADC et de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Pour l'Afrique du Sud, géant du continent noir, il s'agit de renforcer les liens bilatéraux qui pourraient garantir un partenariat stratégique, diplomatique et militaire après que la mission de la SADC ait pris fin. Avec nous pour en parler, Patrick Ulunga, journaliste au sein de Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Patience Okeke, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Patrick Ulunga, vous venez de suivre cet élément. Qu'est-ce qui explique ces mouvements intensifs vers l'Afrique australe? Bon, d'abord, il faut comprendre que on va schématiser la diplomatie congolaise lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2019, était beaucoup plus centré sur les pays d'Afrique de l'Est. À part les Occidentaux qui ont toujours été là, il y a eu en Afrique une sorte d'orientation de la politique diplomatique en Afrique de l'Est. Pourquoi? Premièrement, parce que la SADC à l'époque, ou bien l'Afrique australe à l'époque, était considérée comme un bastion ou bien une place forte de l'ancien président Joseph Kabila. Donc, le président Tshisekedi avait pris une sorte de contre-pied de la politique du président Joseph Kabila, en s'orientant beaucoup plus à l'Afrique de l'Est. Afrique de l'Est, qui malheureusement, avec la guerre qui est arrivée, s'est avéré être un petit peu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, l'axe du mal. Hein, c'est entre guillemets, le mot est peut-être fort, mais c'est juste pour schématiser, parce que aujourd'hui, le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda, qui sont des pays influents en Afrique de l'Est, sont passés un petit peu du côté ennemi, entre guillemets. Et donc, le président de la République s'est orienté vers l'Afrique australe pour chercher le soutien, parce qu'il faut dire que lorsque la guerre a éclaté, c'est d'abord l'Afrique, c'est d'abord la force régionale d'Afrique de l'Est qui est arrivée pour combattre le M23, et puis ça s'est avéré que c'était un échec. Après le soutien implicite du président kenyan vers le Rwanda et consorts, le président congolais Félix Tshisekedi s'est orienté vers l'Afrique australe, qui, par ailleurs, s'est avéré, comme disent les commentateurs, bien les observateurs, être un allié naturel de la RDC. Alors ça, c'est des commentaires. On a vu que la SADC est arrivée, la force de la SADC, la mission de la SADC est arrivée, bien qu'aujourd'hui, on peut dire que la force de la SADC, cette mission-là, s'est avérée aussi un échec. Mais on peut dire que le Congo s'est beaucoup plus, on va dire, attaché à l'Afrique australe. Maintenant, le choix de Burundi, Tanzanie, Afrique du Sud, à mon œil d'observateur dit que le Burundi, par exemple, actuellement, c'est l'un des alliés d'Afrique centrale, bien l'Afrique de l'Est, qui est resté fidèle à la RDC, contrairement peut-être au Kenya et à l'Ouganda. Et actuellement, le Burundi et à la force burundaise qui est à côté des FARDC qui se bat,
Mais dans la région, il y a le Rwanda qui n'a pas de bonnes relations avec le Burundi et en train de vouloir, on va dire, comme faire la cour au Burundi, en tout cas séduire le Burundi, pour que le Burundi d'abord ne soit pas un ennemi au Rwanda, ça fera un ennemi de moins pour le Rwanda, mais ça peut faire aussi en sorte que la RDC sera un peu plus isolée si le Burundi se détache de la RDC. Pendant ce temps, donc le Rwanda est en train de séduire le Burundi. C'est là que la ministre des Affaires étrangères est allée, en tout cas pour consolider les places fortes, ou bien le partenariat qui existe déjà avec le Burundi. La Tanzanie, c'est presque la même chose. La Tanzanie est restée fidèle à la RDC, bien que la Tanzanie aujourd'hui, qui a donné des troupes au sein de la SAMI-DRC, la mission de la SADC, la mission est en train de partir, mais le Congo veut consolider le lien historique bien qui existe déjà avec la Tanzanie. L'Afrique du Sud, c'est la même chose. L'Afrique du Sud a conduit la mission de la SADC. Aujourd'hui, la mission est en train de partir, mais le Congo veut, affermir le lien bilatéraux qui peut exister entre le Congo et l'Afrique du Sud. Donc, c'est un peu dans ce schéma-là que le Congo est en train de s'inscrire. Bien évidemment, le chemin ou bien le schéma occidental existe toujours. Le Congo a déjà consolidé, vous savez, aujourd'hui la voix de la RDC est audible aux Nations Unies, au Conseil de sécurité et à l'Union européenne. Maintenant, peut-être c'est le tour de consolider au niveau bilatéral avec des pays d'Afrique australe. Patrick Ilunga, doit-on y voir un lien avec le mouvement régulier de l'ancien président Joseph Kabila, principalement dans le pays d'Afrique australe? Oui, je crois que ceux qui ont le regard un peu affûté savent que ce n'est pas un hasard, parce que je crois fin février et début mars, si je ne me trompe pas, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'est exprimé à 3 reprises, 2 fois dans des médias sud-africains et 1 fois dans un média namibien. Le hasard fait que, je ne sais pas si c'est un hasard, mais pour moi ce n'est pas un hasard. Le président Tshisekedi a été récemment en Namibie, là où Joseph Kabila s'est exprimé. C'est vrai qu'il a été à l'inauguration de la présidente élue. Et puis, le président Joseph Kabila, qui s'est exprimé à 2 reprises en Afrique du Sud, on a vu que la ministre des Affaires étrangères est allée en Afrique du Sud aussi pour consolider le lien. Je viens de le dire, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas prendre à la légère. Pendant que la guerre empire en RDC, le président Tshisekedi et même le ministre des Transports ont plusieurs fois accusé le président Joseph Kabila d'être le parrain des rebelles. Et donc, dans les pays où il a des mouvements un peu plus intenses, on voit que la RDC, ou bien le pouvoir du président Tshisekedi, est en train de pousser aussi le bouchon là, dans ces pays-là. Il y a peut-être sûrement un lien entre les mouvements de l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel régime qui a poussé, je le rappelle, en Namibie. Le président Tshisekedi a récemment été là-bas, il a fait aussi des déclarations, mais aussi en Afrique du Sud. Merci Patrick Ilunga pour vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie, Patience. On va poursuivre avec l'actualité. Le concert Solidarité Congo prévu le 7 avril à Paris en soutien aux enfants victimes du conflit armé en RDC a été finalement reporté. Le préfet de police de Paris dit avoir craint de troubles à l'ordre public étant donné que ce même jour est prévue la commémoration de victimes du génocide rwandais. La décision de la police parisienne a réjoui la communauté rwandaise. Mais comment ont vécu cette décision les organisateurs et la communauté congolaise en France? Suivez ces commentaires de la rédaction. Pour les autorités et la communauté rwandaise de Paris, c'est un soulagement. Le concert controversé a été reporté. La décision des autorités françaises est tombée jeudi. Selon le préfet de la police de Paris, il s'agissait de prévenir des troubles qui pouvaient opposer la communauté congolaise à celle rwandaise de Paris. Les organisateurs du concert se plient à la décision mais annoncent qu'une nouvelle date sera fixée. C'est avec regret mais avec responsabilité que nous annonçons le report du concert Solidarité Congo, initialement prévu le 7 avril 2025
2025 à l'accord Arena. Cette décision n'est pas de notre fait. Elle nous est imposée par les autorités administratives, lit-on dans le communiqué des organisateurs tombé jeudi dans la soirée. Les organisateurs ont rejeté les allégations qui leur imputent l'intention de bafouer la mémoire du génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Nous affirmons avec force que notre démarche n'a jamais eu vocation à heurter qui que ce soit, encore moins à s'opposer à d'autres combats mémoriels. Bien au contraire, elle s'inscrit sur un même idéal de justice, de paix et de reconnaissance des souffrances. Fin de citation. Après le report, la communauté congolaise vivant à Paris n'est pas restée inactive. Après l'annonce de cette nouvelle, la diaspora congolaise qui vit ici à France se mobilise depuis le début de cette semaine. Hier, se sont mobilisés devant la préfecture de la police, mais aussi devant la mairie de Paris pour demander aux autorités administratives de cette ville de revoir leur décision interdisant la tenue de cet événement. Les Congolais aussi se mobilisent sur les réseaux sociaux pour demander que la France puisse avoir des positions fermes vis-à-vis conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. La controverse retombe à présent. Elle pourrait rebondir en cas de nouvelle date. La communauté rwandaise proteste aussi contre la présence sur l'affiche du chanteur franco-congolais Gims, dont cette communauté accuse de véhiculer un discours de haine. Le Congo. Autre chose, un an après sa nomination, Judith Suminwa, première femme à diriger le gouvernement de la République démocratique du Congo, fait face à un bilan contrasté entre espoir d'une gouvernance renouvelée et critique sur l'inaction. Son mandat révèle les défis majeurs qui persistent dans un pays aux prises avec des enjeux politiques et économiques complexes. Plus de détails dans cet élément. L'anniversaire de la nomination de Judith Suminwa à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo marque une étape historique. Elle est la première femme à occuper ce poste depuis l'indépendance du pays. Cet événement symbolique mérite d'être célébré non seulement pour son caractère novateur, mais également pour les défis et les enjeux auxquels elle a fait face au cours de sa première année de mandat. Je dirais, étant que Congolais, étant que quelqu'un qui vit dans cette ville, je dirais qu'elle a quand même fait des efforts parce qu'aujourd'hui on peut mettre dans son actif l'augmentation des salaires des militaires. Parce qu'on ne peut pas seulement dire que c'est pas elle, c'est elle, parce que c'est elle la première ministre. Et aujourd'hui aussi, grâce à elle, on est en train de voir quand même il y a des initiatives. Nous avons connu les états généraux de justice. C'est dans sa leadership qu'on a connu toutes ces choses. Donc je peux dire que Mme Suminwa Tuluka a quand même fait du travail. Je suis vraiment très contente du gouvernement Suminwa parce que c'est une femme dynamique et puis elle est en train de se débrouiller pour la réussite de son gouvernement. Voilà, c'est ça l'essentiel. Que Dieu les bénisse. Sa façon de parler, parce que nous les Congolais, nous donnons toujours des fautes au gouvernement. Mais ça tenir compte que nous aussi, nous les Congolais, nous sommes aussi responsables de notre pays. Parce que si chacun de nous, sa conscience, puisse quand même travailler, de l'aider, voilà, de l'aider pour qu'elle puisse continuer sa façon de travailler. Mais nous tous, nous sommes toujours là, non, non, il faut fortifier une dame qui travaille bien. Il faut toujours le fortifier, comme ça elle va aller de l'avant. D'un autre côté, les critiques ne manquent pas. Des observateurs pointent du doigt son incapacité à transformer rapidement les promesses en action. Aujourd'hui, nous parlons des NI et des NP. Moi-même qui vous parle, mon père, c'était NI. On ne les paye pas. Oui, donc il y a des fonctionnaires qui jusqu'aujourd'hui travaillent pour l'État, mais on ne les paye pas. C'est ce que je peux demander à Mme Suminwa Tuluka, qu'elle puisse faire encore les efforts pour que ces gens-là qui ne sont pas payés soient payés et qu'ils regardent aussi l'intérieur de la République parce que là-bas, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc, ils doivent savoir que l'action gouvernementale, ça ne peut pas s'arrêter seulement dans des grandes villes. Ça doit toucher même les Congolais qui vivent dans les faits-fonds de notre République. Le parcours de Judith Suminwa en tant que première ministre est encore à ses débuts. Son année de gouvernance a été marquée de succès symboliques, mais également de défis considérables. Il est essentiel qu'elle puisse tirer des leçons de cette première expérience et qu'elle renforce son engagement à répondre aux besoins urgents de la population. La RDC attend plus qu'un symbole, elle appelle à une authentique transformation politique et sociale.
Et puis le Centre national de promotion de la psychiatre a organisé ce vendredi 28 mars 2025 une journée de consultation gratuite marquant le 50e anniversaire de son engagement pour la santé mentale. Cette initiative vise à sensibiliser le grand public à l'importance des soins psychologiques et encourager ceux qui ressentent le besoin à solliciter de l'aide tout en contribuant à briser le tabou entourant la santé mentale. Suivez. Ce vendredi 28 mars 2025, le Centre national de promotion de la psychiatrie a ouvert ses portes pour une journée de consultation gratuite, célébrant ainsi 50 ans d'engagement en faveur de la santé mentale. Cette initiative, qui s'inscrit dans une semaine de festivités, vise à sensibiliser le grand public à l'importance des soins psychologiques et à encourager ceux qui en ressentent le besoin à franchir le pas de la consultation. La santé mentale est un sujet qui suscite encore trop souvent des réticences malgré les avancées significatives en matière de compréhension et de traitement des troubles psychiques. Les consultations gratuites offertes par le centre représentent une occasion précieuse pour ceux qui hésitent à demander de l'aide. La thérapie joue un rôle crucial dans le bien-être mental et émotionnel de personnes. Alors pourquoi je le dis ? C'est un processus précieux qui peut mener à une meilleure qualité de vie ou encore à un plus grand bien-être et surtout une compréhension approfondie de soi-même. En fait, c'est connaître encore plus ce qu'il en est. À travers la thérapie, les gens peuvent mieux comprendre leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements. Alors cela aussi peut aider à identifier des problèmes récurrents. Et surtout, la thérapie nous donne un espace non jugeant où les gens peuvent moins nous juger, mais plus nous écouter. Et cela nous permet de mieux exprimer nos émotions. Ce que nous ressentons, c'est quoi la fond de nos pensées. Ces mots illustrent parfaitement l'impact positif que peut avoir une thérapie sur la vie d'une personne. Trop souvent, les individus se sentent isolés dans leur lutte interne, pensant qu'ils doivent faire face seuls à leurs problèmes, négligeant ainsi l'importance de la thérapie. Je dirais la thérapie, elle est très importante et à ne pas négliger. C'est souvent chez nous, surtout dans les pays africains, où on voit que la thérapie a une valeur moindre ou elle est moins considérée, mais ailleurs, elle prend vraiment la place dans la vie des personnes, où les personnes vont se consulter, parler à des thérapeutes, à des professionnels de santé mentale pour mieux discuter sur certains points ou certains sujets qui peuvent parfois ne pas être exprimés comme ça aux yeux de tout le monde. C'est très important de se faire consulter et de suivre une thérapie. La journée de consultation gratuite a été une opportunité unique pour ceux qui n'ont jamais envisagé de consulter un professionnel de la santé mentale. Des spécialistes étaient présents afin de répondre aux préoccupations et d'orienter les patients vers des solutions adaptées. Il convient de rappeler que cette initiative démontre qu'il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. La thérapie peut être un outil précieux pour retrouver sérénité et équilibre. Dans un autre registre, intervenons à la conférence Masterclass de l'excellence organisée par Bravo X à l'occasion de la célébration à Kinshasa de la 14e édition de la femme africaine de distinction. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle est intervenu le jeudi 27 mars sur les conditions de l'éligibilité d'accès au financement de cet établissement public. Dans son intervention, Bertin Moudimou Tshisekedi a réaffirmé l'engagement du FPI aux côtés des femmes et des jeunes pour faire de l'entrepreneuriat un puissant levier de transformation économique et sociale, car la femme et le jeune occupent une place de choix dans la politique de financement du FPI. Suivez. De la 14e édition du Gala de la femme africaine de distinction, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, M. Bertin Moudimou Tshisekedi, est intervenu ce jeudi 27 mars 2025 sur les conditions d'éligibilité d'accès au financement du FPI. Dans son intervention, le directeur général a affirmé l'engagement du Fonds de promotion de l'industrie aux côtés des femmes et des jeunes pour faire de l'entrepreneuriat un puissant levier de transformation économique et sociale. La femme et le jeune occupent une place de choix dans la politique de financement du FPI.
Pour faciliter cet accompagnement et rendre effective l'autonomisation des femmes et des jeunes, le FPI a mis en place des mesures spécifiques pour faciliter l'accès au financement. Parmi ces mesures figure la réduction du taux d'intérêt à 4%, un taux préférentiel qui donne un avantage considérable. Le directeur général Bertin Moudimou a énuméré quelques projets des femmes et des jeunes financés par le Fonds de promotion de l'industrie. Il a cité à titre d'exemple le financement du crédit de campagne agricole au bénéfice des rizicultures du pôle Malébo, le renforcement des capacités d'une boulangerie dirigée par une femme et enfin l'accompagnement d'une savonnerie et l'acquisition d'une ferme d'élevage des bovins et de porcs. Il a enfin encouragé les femmes et les jeunes à initier des projets structurants et économiquement viables et à avoir un business plan solide démontrant la rentabilité et l'impact du projet. Le projet doit être dans un secteur éligible selon les priorités du FPI. Bertin Moudimou a lancé un appel à tous ceux qui rêvent d'entreprendre mais qui hésitent encore, à ceux qui ont une idée mais qui craignent les obstacles. Les FPI est là pour eux. Si vous avez un projet et souhaitez bénéficier d'un financement du Fonds de promotion de l'industrie, voici les conditions essentielles. Être un entrepreneur légalement constitué, avoir un business plan solide démontrant la rentabilité et l'impact du projet. Opérer dans un secteur éligible selon les priorités du Fonds de promotion de l'industrie, c'est-à-dire être dans l'industrie, dans l'agriculture, la transformation et l'innovation. Apporter une contribution propre, c'est l'autofinancement en fonction du montant demandé. Le Fonds de promotion de l'industrie est votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous croyons en notre potentiel, nous sommes prêts à vous accompagner et à investir en vous. Signalons que Bravo X, le trophée du vaillant africain, est un concept événementiel créé depuis l'année 2012 dans les buts de primer, d'encourager et d'honorer les mérites des Africains en général et des Congolais en particulier. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de nos frontières. La Banque ouest-africaine de développement BOAD a validé un financement de 30 milliards de francs CFA en faveur d'Air Côte d'Ivoire pour l'acquisition de 2 Airbus A330-900 Neo. Cette décision prise lors de la 145e session du conseil d'administration de la banque s'inscrit dans une enveloppe globale de 391,923 milliards de francs CFA destinés à 15 nouveaux projets approuvés par l'institution. Ces soutiens financiers marquent un tournant stratégique pour la compagnie nationale ivoirienne qui ambitionne de s'imposer sur le marché des vols long courriers. Avec ces nouveaux appareils, Air Côte d'Ivoire prévoit de desservir plusieurs destinations majeures dont Paris, Beyrouth, Genève, Londres, New York et Washington. Une expansion qui vise à positionner Abidjan comme un hub aérien clé en Afrique de l'Ouest, à l'image de Lagos ou d'Addis Abeba. Les projections économiques du pays sont prometteuses. L'introduction de ces nouveaux avions devrait engendrer la création de plus de 2160 emplois, en englobant les emplois directs, les emplois indirects liés aux services aéroportuaires, à la logistique et au tourisme, ainsi que les emplois induits résultant de la dynamique économique accrue dans les secteurs connexes. Par ailleurs, la valeur ajoutée annuelle de cette expansion est estimée à 30 878 milliards de francs CFA. En parallèle, cette recette fiscale supplémentaire générée par l'activité économique induite, notamment le taxe sur les billets d'avion, les redevances aéroportuaires et les impôts sur les nouveaux emplois créés, pourrait atteindre 3 186 milliards de francs CFA par an, consolidant ainsi les finances publiques. Rappelons qu'Air Côte d'Ivoire est l'une des rares aériennes compagnies africaines à terminer l'année 2023 dans le vert. Les leaders du transport aérien, avec 52% de part de marché, a réussi à redresser sa situation grâce à une stratégie d'investissement efficace. Et avec ces nouvelles acquisitions, Air Côte d'Ivoire attend demeurer et accroître son rendement.
Et puis, un changement significatif s'est produit dans le paysage du commerce extérieur du Sénégal en 2024. La France, qui occupait traditionnellement la position de premier fournisseur du pays, a été évincée par la Chine. Suivez. Les importations sénégalaises en provenance de la France ont chuté de 70% en 2024, s'établissant à 725,252 milliards de francs CFA, soit 1,1 milliard d'euros. Parallèlement, les achats en provenance de Chine ont bondi à 8,3% sur la même période, atteignant 848 242 milliards de francs CFA, soit 1,3 milliard d'euros. Cette progression a permis la Chine de devenir le premier fournisseur du Sénégal en 2024. La France se positionne donc deuxième place. Elle est suivie par la Russie, les Émirats arabes unis et la Belgique qui s'occupent respectivement la 3e, 4e et 5e place avec des importations s'élevant à 578,996 milliards de francs CFA, 408,992 milliards de francs CFA et 397,632 milliards de francs CFA. L'Inde, le Nigeria et la Turquie se hissent à la 6e et 7e et 8e place avec des valeurs estimées à 329,816 milliards de francs CFA. L'Inde, le Nigeria et la Turquie se hissent à la 6e, 7e et 8e place avec des valeurs estimées à 329,816 milliards, 314,782 milliards et 238,935 milliards de francs CFA. Enfin, le Nicaragua et les États-Unis se positionnent en avant-dernière et dernière place du top 10 avec des importations respectives de 229,696 milliards et 198,234 milliards de francs CFA. Ces top 10 représentent 60% des importations du Sénégal en 2024, cumulant à lui seul 4270 milliards de francs CFA de marchandises importées dans le pays. Pour rappel, en 2024, le déficit commercial du Sénégal a diminué à 3257,3 milliards de francs CFA, en baisse de 731,6 milliards de francs CFA par rapport à 2023, où il avait atteint 3983,4 milliards de francs CFA. Cependant, les importations ont légèrement diminué de 45,8 milliards de francs CFA, s'établissant à 7161,4 milliards de francs CFA, soit une baisse de 0,6%. Prenons cette revue de presse rendue par Blaise Kouzola. Bonsoir. Deux sujets ont intéressé le journal paru ce vendredi à Kinshasa. L'intervention de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, devant le Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que la majoration de la solde des militaires et policiers dès ce mois de mars. Le journal Ouragan titre dans sa une l'alerte de Bintou Keïta, l'AFC M23 vise la Chopo et les Maniema. Le quotidien précise que la partie est de la République démocratique du Congo vacille sous l'assaut implacable de l'AFC M23. Après avoir solidifié son emprise sur de vastes territoires du nord et sud Kivu, la rébellion, appuyée par les forces rwandaises, menace désormais d'étendre son influence jusqu'aux provinces de la Chopo et du Maniema. Un signal d'alarme que la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a lancé jeudi 27 mars 2025 au Conseil de sécurité de l'ONU. Reprenant le propos de Bintou Keïta devant l'ONU, ces quotidiens ajoutent que depuis février dernier, le groupe rebelle a progressé à une vitesse rocambolesque. Les territoires d'Idjui et les hauts plateaux d'Ouvira sont tombés, signale la fonctionnaire onusienne. Walikale au nord Kivu a-t-elle averti et en passe d'être entièrement conquis. Et pendant que le monde tergiverse, les rebelles tracent leur route méthodiquement, mais leur avancée ne se limite pas à la prise des terres. À Bukavu, ils ont mis en place une administration parallèle nommant un gouverneur, deux vice-gouverneurs et un maire. Au nord Kivu, un administrateur financier et un délégué à l'extraction minière ont été installés, rappelant le lien direct entre ces conflits sanglants et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Sur le même chapitre, le média en ligne Actualité.cd ajoute RDC, l'AFC M23 consolide ses positions et menace désormais de s'étendre vers les provinces de la Chopo et du Maniema, alerte Bintou Keïta devant le Conseil de sécurité. Selon ces médias d'information générale, les groupes armés AFC M23 soutenus par les forces
forces de défense rwandaises étend son contrôle dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, a alerté Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, devant le Conseil des Nations Unies. Reprenant le propos de Madame Keïta, Actualité.cd ajoute: en février et mars, l'AFC M23, avec l'appui des forces de défense rwandaises, est entré plus avant dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, évoquant une consolidation du contrôle du groupe sur le territoire de Rutshuru ainsi que sur plusieurs chefferies de haut plateau d'Uvira dans le Sud Kivu. Econews titre pour sa part: alerte au Conseil de sécurité de l'ONU qui Kisangani menacé. Dans un autre registre, selon le média en ligne 7/7, chaque militaire et policier recevra le double de sa rémunération dès ce vendredi, citant de sources officielles. Ces médias reviennent sur les propos du ministre des Finances Doudou Fomba Likunde Libotai qui, dans un communiqué daté du 27 mars 2025, a informé qu'à partir de ce vendredi 28 mars, la rémunération des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise vient d'être doublée en exécution de la décision prise par le gouvernement. Dans le même chapitre, Actualité.cd ajoute: RDC, le doublement de soldes militaires et des policiers entre en vigueur ce 28 mars, rappelant que ces contrôles seront menés par le ministère du Budget, de Finances et de la Défense avec le concours des inspections générales des FRDC et de la police afin d'identifier d'éventuelles incohérences dans les effectifs. Fin de cette revue de presse, bon début de week-end chez vous. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Vous avez suivi dans ce journal, le militaire et le policier ont vu leur salaire être doublé ce vendredi 28 mars 2025, comme avait annoncé le gouvernement via le ministère des Finances. Vous avez suivi également dans ce journal les concerts Solidarité Congo prévus le 7 avril à Paris en soutien aux enfants victimes du conflit armé en RDC a été finalement reporté étant donné que ce jour est prévu la commémoration de victimes du génocide rwandais. Et en international, vous avez suivi également la Banque Ouest africaine de développement a validé un financement de 30 milliards de francs CFA en faveur d'Air Côte d'Ivoire pour l'acquisition de 2 Airbus. Voilà, c'est tout pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.